Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission des fans du crédit. Et aujourd'hui, on va parler d'une typologie de crédit un peu particulière qui fait l'objet souvent de controverses, mais en tout état de cause qui est un vrai métier. Je veux parler du regroupement de créances, du regroupement de crédit. On verra qu'il y a plein de types de terminologie pour définir celle-là. Et puis j'ai surtout l'occasion, à l'occasion de cette de ce thème, je vais pas y arriver, c'est à la fin de journée pour moi, en l'occurrence, d'accueillir sur ce plateau Caroline Tassard. Bonjour. Bonjour. Caroline. Alors, les intermédiaires qui vont nous écouter, normalement, te connaissent bien. On va dire responsable commercial Creatis. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, filiale du groupe Crédit Mutuel du Nord. Alliance Fédérale. C'est ça, exactement. Je vais vous laisser vous présenter un peu plus en détail et puis vos structures après, mais en toute état de cause, merci d'être là, Caroline. Alexandra Devoulon, bonjour. Oui, Alex. bonjour. Donc, en ce qui te concerne, également directrice commerciale, mais d'un établissement concurrent, My Money Bank. Tout à fait. Groupe Cerberus. Oui. C'est ça? Ça n'a toujours pas changé, non? Ça n'a pas changé depuis 2018. Eh bien, voilà. Merci d'être là aussi, Alexandra. Sans problème. Léo, Soucis Pelay. Soussaïd Pilay. Je n'y arriverai jamais. Ouais, c'est pour ça que depuis tout le temps, tout le marché t'appelle Léo. Exactement. Et te connaît sous Léo. Seul Léo, pour le moment, en tout cas, dans le marché. Je pense, en tout état de cause, tu es bien connu là-dessus. Et donc, fondateur et directeur général de Banquise, réseau de mandataires spécialisé dans le regroupement de crédit. Tout à fait. Merci de ta venue, et bien amicalement, puisque on a la chance de se connaître. Moi, j'ai la chance de te connaître depuis très longtemps. Exactement. Anthony Prissette. Bonjour, Anthony. Alors, DG de Prémista, du groupe Prémista. C'est ça. Avec plein de structures qui tournent à l'intérieur de ça, mais également un des leaders du marché sur le regroupement de crédit. Absolument. Voilà. Et puis, que je connais aussi depuis longtemps. J'ai la chance d'être en pays de connaissance ce soir, puisqu'on tourne en fin de journée dans tous les cas. Alors, le rapport de la Banque de France, récemment sorti, précise que l'endettement, le surendettement, reste maîtrisé, mais néanmoins qu'il y a une poussée par rapport à ça. Alors je sais que c'est un gros sujet de leitmotiv de la part de notre gouverneur de la Banque de France, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais peu importe. Mais néanmoins, il faut bien reconnaître que les chiffres sont là, 148 000 dossiers en 2025. Voilà, on peut s'en inquiéter. Malgré tout, ce chiffre-là est obtenu non pas sur le crédit immobilier, mais souvent sur d'autres dettes. Et notamment, ce qui est inquiétant, c'est l'arrivée de population, notamment la population des jeunes ménages ou des ménages précaires qui vient vraiment pousser tout ça. Alors, dans tous les cas, il y a des situations fragiles, on le sait. Avant d'aller en commission de surendettement, il y a d'autres solutions qui ne sont pas toujours connues et surtout qui ne sont pas toujours appréciées d'acteurs sociaux qui ne connaissent pas bien cela et surtout les effets de la commission de surendettement derrière. Et donc, cette notion de regroupement de crédit, alors on va parler de rachat de créances, etc., concentration, consolidation, appelons ça comme on voudra, restructuration. Mais en tout état de cause, cette éducation financière qui n'est pas faite, le regroupement de crédit est aussi là, puisque dans le volet des textes, des décrets de la loi de octobre 2012, il est bien précisé d'ailleurs que notamment les établissements prêteurs sont assimilés et obligés de faire attention à un certain nombre de choses et on en reparlera tout au long de ce débat. Je vous l'avais promis, je voulais vous laisser un peu de place pour vous présenter. Donc, Caroline, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Donc, tu viens de loin aussi. Bon, pas tant que ça, je viens de Lille, ça va. Oui, oui. C'est pas trop loin. Donc, effectivement, je suis responsable commercial au sein de l'établissement Creatis, donc établissement spécialisé dans le rachat de crédit, le RAC de son petit nom. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être leader sur le marché et en tout cas leader sur le RAC Conso, dont j'expliquerai la différence après. Bien sûr. Merci en tout état de cause d'avoir fait ce chemin, même si c'est Lille, c'est quand même un petit moment.
non loin d'elle, mais plus loin géographiquement, notre Nantaise. Alors oui, Alexandra Devoulon, directrice commerciale de My Money Bank, dont le siège social est à Nantes. Mais moi, personnellement, je suis à Paris, donc pas si loin que ça. Contrairement à Caroline, on est, nous, plutôt spécialistes du rachat de crédit hypothécaire, c'est-à-dire avec des garanties prises sur les biens immobiliers. Et je gère une équipe de 8 personnes à peu près sur toute la France, et on a à peu près 250 courtiers avec qui on travaille spécialement sur l'hypothécaire, même si on essaye de faire un peu de sans garantie. Et en effet, on fait partie du groupe Cerberus depuis maintenant 2018. Oui, 8 ans. Et avant, on Jim, fait partie Money du groupe Bank, General Electric, tout à fait. Exactement. Les gens pourraient effectivement te connaître, puisque tu es un pilier aussi de cette, malgré ton jeune âge, tu es un pilier de ce marché. Oui, ça fait, oui, juste avant d'être directrice commerciale depuis 2018, j'ai été 20 ans commerciale, oui. C'est ça. C'est là où tu m'as connu. C'est ça. Léo, alors je réessaye pas le nom. Oui, écoute, pour ma part, Bruno, écoute, ravi d'être là pour parler de notre beau métier qui est le regroupement de crédit, domaine passionnant dont j'évolue depuis une vingtaine d'années. Bientôt, en tout cas, je passe le cap symbolique des 20 ans au mois de septembre de cette année. Et puis donc, pour ma part, donc j'ai fondé Bankies en 2019, donc ça va faire bientôt presque 7 ans. Bankies est un acteur en regroupement de crédit, alors packagé, dans notre jargon, dans la corporation, nous appelons les packagers, c'est-à-dire que nous mettons à disposition nos conventions bancaires de nos partenaires spécialisés, de banques spécialisées, mais également des services qui vont de l'accompagnement opérationnel du traitement de dossiers avec des analystes experts, collaborateurs de l'entreprise, mais aussi un accompagnement, un cadre juridique, des outils informatiques. Alors avec l'arrivée de l'IA aussi, donc on pousse un peu plus loin l'accompagnement technique et aussi un soulagement au niveau des montages de dossiers. Donc voilà, c'est un ensemble de services qu'on propose, d'où cette notion de packager des produits bancaires avec des conventions, mais aussi des solutions. On évoquera un peu plus en détail l'intérêt pour les acteurs du marché de venir sur ce genre d'organisation par rapport à ça. Merci Léo. Anthony ? Oui, donc directeur général du groupe Prémista. Alors tu le disais tout à l'heure. Oui, c'est une myriade d'entreprise voilà, et acteurs historiques avec Jean-Marie. Voilà, tout à fait. Donc c'est un groupe qui a été fondé en 1998 par Jean-Marie Persson, qui est historiquement un acteur, un pilier fondateur du regroupement de crédit. Depuis 98, il a participé au développement de beaucoup de projets, ce qui constitue aujourd'hui le groupe Prémista avec l'ensemble de ses marques. La marque la plus connue, c'est Imancy, mais on a aussi Simplimium qui joue le rôle aussi de packager. On a des groupements qui regroupent des indépendants et des salariés au sein du groupe Prémista. Donc on a un acteur historique en regroupement de crédit, mais également courtier en crédit immobilier et en assurance, et qui a pour but d'apporter une solution aux problématiques des ménages français pour gérer leur budget. Donc c'est un sujet d'actualité à travers le regroupement de crédit, mais pas seulement. Et donc c'est un plaisir d'être là ce soir. Eh ben, c'est un plaisir partagé, Anthony, en tout cas. Alors, je le disais en introduction, le RAC, comme le rappelait Caroline dans notre jargon, est frappé pour encore beaucoup de personnes, et notamment chez les politiques ou chez certaines populations, d'une image très dégradée. On nous taxe d'être vautours autour de gens qui sont en difficulté déjà. On nous taxe de personnes qui profitent de la mauvaise gestion des emprunteurs. Bref, est-ce qu'on peut aujourd'hui donner une définition de ce que recouvre le RAC et de ce que ça peut regrouper comme typologie de situation ? Alors, il existe deux types de RAC, un RAC conso classique sans garantie hypothécaire et un RAC avec garantie hypothécaire. Ça regroupe tout type de crédit, ça peut être du crédit conso, du crédit renouvelable, ça peut être de la dette d'impôt, de la dette familiale, etc., de la dette URSSAF, un peu. Plein enfin, tout type de crédit, des couverts bancaires également. Et donc, on a le RAC conso qui est soumis au taux d'usure conso, et le RAC conso avec garantie hypothécaire, ou le RAC IMO qui a également une garantie hypothécaire, mais plus de 60% de sa part de créance en IMO, qui lui est soumis à la réglementation IMO.
C'est ça. Quand on dit réglementation, c'est C'est toutes les les modalités taux d'usure, d'information, les respects de certains délais Voilà. et les conditions, notamment en termes de taux d'usure. Voilà, c'est le délai de réflexion et tout ça, effectivement. Et puis après, on peut trouver des produits un peu dérivés, comme par exemple un RAC avec un prêt personnel adossé pour financer éventuellement un projet ou quelque chose comme ça. Prêt personnel ou trésorerie. Voilà, ouais. Exactement. Alexandra, des compléments sur la partie, et peut-être un peu focus sur la partie IMO. Caroline disait, le pourcentage dans la reprise des crédits qui sont regroupés va définir les règles de protection des consommateurs. Donc voilà, c'est... En fait, nous, on finance en effet en prêt hypothécaire tous ceux qui sont plus de 60% ou moins de 60%, mais le profil derrière, c'est approximativement le même, sauf qu'on ne reprend plus d'IMO quand on est inférieur à 60%. Donc en fait, nous, les profils actuellement, on a pas mal de clients qui viennent nous voir pour des événements imprévus. Donc des événements imprévus qui sont des divorces. On finance beaucoup. Ce qu'on appelle généralement des accidents de la vie, oui, c'est les accidents de la vie. Donc, s'il y a un divorce, peut-être un accident de la vie, parce qu'il y en a quand même un sur deux sur la France, et notamment sur la région parisienne. Donc, il y a beaucoup d'instances de divorce, et on les finance en amont du jugement. Donc, ça représente quand même à peu près 20% de nos dossiers, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, ça aide les clients à devenir seuls propriétaires et à racheter le bien immobilier en leur seul nom. On finance aussi malheureusement tout ce qui peut être suite à des maladies. On finance suite à des pertes d'emploi, malheureusement, qui peut complètement changer le budget d'un ménage et être obligé de ramener un endettement sur le seul salaire qui reste, si le deuxième est tombé au chômage, par exemple. Et les entreprises, aujourd'hui, payent un petit peu moins d'intéressement, un petit peu moins de participation, versent un petit peu moins de variables. Et ça change aussi, là aussi, le budget du ménage. Et on est obligé de rallonger les durées, remettre un petit peu l'endettement sur le salaire fixe qui reste. Donc oui, on est d'accord qu'aujourd'hui, les profils qu'on a, c'est vraiment ce que j'appelle des accidents de la vie, mais accidents de la vie qui peut être, en effet, comme je viens de le dire, divorce, perte d'emploi et perte de revenus, tout simplement. Oui, et puis tout ce qui va nécessiter éventuellement une reprise en main. Et on fait très attention aux termes qu'on utilise, puisque la loi nous encadre énormément là-dessus, mais on utilise énormément la notion de regroupement de crédit aussi pour des changements de situation. Quelqu'un qui, du coup, hébergerait ses parents âgés, qui aurait des enfants handicapés ou qui aurait un accident, etc. Et du coup, ça remixe un petit peu, ça remélange, ça rebat les cartes de son organisation au quotidien. Alors, toutes les deux, on va juste, sans rentrer dans le détail, parce qu'il y en a eu quand même une litanie sur ces dernières années, les différentes réglementations pour essayer de tordre le cou à ces mauvaises idées qui circulent sur le regroupement de crédit. Aujourd'hui, c'est sans doute le métier en termes de crédit le plus encadré, le plus surveillé, voire le plus sanctionné, mais en tout état de cause, c'est ça. Donc, on était avec un besoin de cadre. On va dire que le vrai acte fondateur de la nouvelle réglementation contemporaine, c'est la régulation bancaire et financière, dite loi Lagarde, avec les décrets d'octobre 2012 qui sont allés compléter ça. On se rappelle un peu tout ça, et puis après, du coup, on est sur tout un tas de sujets, et on se gardera simplement l'arrivée de la prochaine, qui va quand même encore, et on n'a pas toutes les clés en main, qui va encore peut-être bouger les choses. Donc, 2012, on identifie vraiment ce que c'est que le regroupement de crédit, c'est ça. Lagarde fait un volet dans le Code de la consommation pour identifier ce qu'est le regroupement de crédit, avec les obligations qui incombent à chacun des acteurs. On le repasse en revue un petit peu. Alors, il y a le sujet des réglementations auxquelles on se réfère pour la protection du consommateur. Il y a la protection, les 60% qui sont arrivés entre les parts IMO et les parts conso. Il y a les FIS qui sont arrivés sur la fiche d'information standardisée européenne. Ah, il y a tout ce qui est calcul du coût de crédit qui est arrivé aussi. Oui. Donc, à chaque fois, on s'est adapté. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, même s'il y a une future directive qui va arriver, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est tout le temps adapté. On a tout le temps modifié nos offres. On a tout le temps pensé que ça serait plus compliqué ou autre. Mais tout ceci, ça sert juste à protéger le consommateur, à éviter le surendettement. Donc, c'est des documents qu'on fournit en plus aux clients pour qu'ils soient un peu plus avertis. Mais en soi, on a toujours réussi
à continuer à accompagner le client et à lui trouver des solutions. Oui, parce que, Caroline, dis-moi si je me trompe, j'aime bien faire le faux profane. Mais en l'occurrence, je fais un regroupement de crédit. Si jamais il y a des actifs, enfin des dettes qui sont générées volontairement à l'origine par le contractant, quand je reprends je dois normalement l'avertir que il faut qu'il clôture ses contrats, voire même que je m'assure qu'il l'ait bien fait, le prévenir et le mettre en garde sur les conséquences d'un nouveau surendettement, etc. On est sur une loi qui va plus loin que le critère en général. On va vraiment sur une loi qui est incitative dans l'accompagnement et le coaching du client. Exactement. Et effectivement, donc ces courriers, ils sont envoyés. Alors après, le client fait ce qu'il veut sur le voilà. net. Mais on est censé, en tout cas, lui donner l'information systématiquement et prouver qu'on a donné cette information. Donc tout ça, ça doit rester dans nos systèmes d'information. Après, je pense que ces lois, elles ont quand même eu comme bénéfice d'encadrer à la fois la profession. Je dirais, en rigolant un peu, un boucher avant pouvait devenir courtier, et il n'y a pas de sous-métier, mais ceci dit, ça demande quand même un certain nombre d'heures de formation, ce qui maintenant est imposé, et ce qui limite un peu l'arrivée de tout le monde sur le marché. Et effectivement, le devoir de conseil est devenu hyper prégnant dans nos pratiques. Alors, avec toujours la difficulté de transposer des directives qui partent souvent de Bruxelles maintenant sur des marchés qui sont eux-mêmes généralement avec leurs spécificités. Et pour distribuer tous vos crédits, vos solutions, vous les financeurs, on a les intermédiaires. Donc, alors ce ne sont pas les seuls intermédiaires, hein. Je crois qu'il y a aussi les établissements bancaires auxquels vous êtes affiliés, éventuellement les unes les autres. Alors, je ne sais pas si encore chez MyMoney c'est encore efficient, mais ça pourrait le devenir. Et donc ces intermédiaires, ils sont là. Léo, comment on embarque toute cette réglementation différente et comment est-ce que on l'adapte pour être en synergie totale avec les contraintes du banquier qui sont aussi les nôtres, hein. Alors, c'est vrai que c'est devenu un métier de plus en plus réglementé. On peut parler de vagues successives de réglementation. Tous les ans, on a différentes lois qui nous impactent, toujours dans le but de protéger le consommateur. Tu parlais tout à l'heure du décret Lagarde. Avant le décret Lagarde, il faut quand même rappeler qu'on a eu un rapport, le rapport Echlin qui a été rendu. Et dans ce rapport, on a cité quand même les acteurs du regroupement de crédit comme des bons élèves. Donc ça veut dire qu'avant même que la crise arrive en France, qui impacte cette activité de spécialistes, il y avait déjà des pratiques. En fait, par nature, il faut savoir que nos banques spécialisées, ce sont des filiales de grands groupes bancaires. Et déjà, pour pouvoir exercer ce métier, il faut montrer un peu patte blanche au sein des maisons internes. En fait, cette organisation, elle est régulée de par même les distributeurs depuis de nombreuses années, avant même que la crise nous impacte. Et c'est vrai que quand la crise nous a impacté, on n'a pas eu tant de difficultés, en tout cas, je pense côté prêteur, mais côté IOB, à se mettre en ordre de marche. Bien évidemment, il a fallu revoir nos copies, les offres de prêt, maîtriser un peu plus les normes techniques. Après, il y a eu les différentes vagues de réformes nous ont permis d'accompagner aussi les clients sur de la transparence. Et un des décrets qui est très parlant pour notre métier d'intermédiaire, c'est le décret RAC 2012, où on a un certain nombre de devoirs vis-à-vis du client à respecter, notamment au niveau du regroupement de crédit. Il faut vraiment avoir un intérêt, devoir de conseil, un intérêt client à respecter. Donc il faut respecter un minimum de gains sur les échéances, faire une économie de minimum 10%. Autrement, c'est pas considéré comme un regroupement de crédit. Alors, il peut y avoir bien évidemment des financements de projets. Particularité, oui, c'est bien ça. sûr. Donc, il faut au moins respecter un des critères de devoir de conseil. Donc, tous ces éléments-là ont ramené, tiré la profession vers le haut, avec des formations régulières que nous faisons. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on tire les boutiques, les stores de nos boutiques, on fait d'abord la conformité, la régulation, et après on commence à distribuer et faire du commerce. Mais ça fait partie aussi d'un métier qui est réglementé, donc en somme, on s'adapte. Alors dans les règles qui ont été édictées par ces deux décrets, et notamment le gros décret d'octobre 2012, il y a notamment aussi la notion de publicité
Aujourd'hui, le regroupement de crédit est considéré comme un produit dangereux, en tout cas, et il est encadré, y compris dans le choix des mots, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser des éléments qui prêteraient à confusion dans l'esprit des gens en disant que ça va simplifier leur vie exagérément. Et dans tous les cas, donc on doit effectivement faire attention à tout cela. Ah, totalement. Et puis aussi faire attention à ce que le maximum de lisibilité au niveau de la publicité, de la communication, pour que le client puisse accéder à l'information. Donc aujourd'hui, en tant qu'intermédiaire, autant que le partenaire bancaire, on doit d'abord s'assurer que le client a un minimum de connaissances en matière de crédit. On doit le coacher sur le former, sur les produits que les solutions que nous allons lui préconiser. Et une fois qu'il a formé, il a compris et maîtrisé, du moins compris le produit, on doit s'assurer que il est en capacité de l'interpréter. Donc tout ça, ça passe par de l'archivage. Donc on a les mêmes niveaux de contraintes en tant qu'IOB que nos partenaires bancaires. Donc un niveau de compliance, d'archivage, de conformité qui est poussé au maximum. Donc tout ça, ça vient sécuriser bien évidemment, mais ça montre aussi que ce métier est depuis longtemps en fait a été régulé et il n'y a pas de place finalement pour des intermédiaires qui viendraient négligents en opportunité. Tout à fait. Alors Anthony, je parlais tout à l'heure qu'il y a des personnes, des professionnels ou des acteurs de l'écosystème, notamment social, qui sont parfois très dubitatifs sur notre activité de regroupement de crédit. Mais toi, les clients, est-ce que tu as commencé à voir une évolution dans la réaction de la personne qui porte ce projet, qui vient te voir? Généralement, il est peu recommandé, ou alors par d'autres acteurs d'ailleurs, d'autres clients qui ont déjà été restructurés. Tu as vu cette évolution arriver parallèlement à la réglementation ou parallèlement aux comportements aussi, parce que... Tout à fait. Moi, je suis arrivé dans le regroupement de crédit en 2018 et j'ai vu l'évolution depuis ces années. Et ça m'a intrigué à l'arrivée sur le marché de comprendre pourquoi il y avait cette image dégradée. Le premier constat que j'ai fait, c'est souvent, si on parle des critiques issues des prospects, avant même de parler d'acteurs dans le crédit, ce qu'on constate, c'est que les reproches qui peuvent venir, c'est souvent quand il y a des personnes à qui on ne trouve pas de solution. On est malgré tout un métier de refus, un métier où il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations, on parlait d'accidents de la vie, et qui expriment un besoin de sortir d'une situation. Et souvent, la critique, le reproche vient très souvent lorsqu'on n'est pas en mesure de trouver une solution, et que bien souvent, l'étape suivante, ça va être la Banque de France dont tu parlais en introduction. D'autre part, on vient de réaliser une étude auprès de 16 000 de nos clients financés. On a aujourd'hui plus de 800 réponses pour avoir le retour de la part de ces clients de leur expérience du regroupement de crédit. Bien souvent, on constate qu'ils arrivent dans un milieu qui est inconnu. Le milieu du regroupement de crédit, le produit regroupement de crédit n'est pas connu de nos clients. Et quand on parle avec eux après leur expérience, le premier retour, c'est d'une part qu'effectivement, on parlait de trouver une solution pour leur budget, de baisser leur mensualité, c'est leur premier objectif pour avoir une amélioration de leur situation chaque mois. Une bouffée d'air. Une bouffée d'air, c'est souvent le vocabulaire qui est utilisé par les clients. Et effectivement, dans 90% des cas, forcément, quand il y a eu un financement, ils ressentent cet effet positif sur leur mensualité, mais ils ont aussi une baisse de leur stress. Nous, on s'intéresse aussi beaucoup à la sinistralité des clients regroupement de crédit et à la pression sociale, au stress que peut générer dans une situation financière difficile. Et là, on est dans 80% des cas, dans une baisse du stress après l'opération de regroupement de crédit. Vraiment un soulagement qu'on leur a trouvé une solution. Puisque c'est comme ça qu'on aime à se présenter, on est des trouveurs de solutions. Et donc, quand le client a trouvé sa solution, il y a vraiment un avant et un après. Et tu parlais de recommandations, les clients sont assez peu prescrits. Alors, d'une part, il peut y avoir des prescripteurs bancaires qui ont eux-mêmes leurs limites, et qui ne peuvent pas forcément trouver de solution à leurs clients et qui peuvent nous les recommander. Mais dans cette enquête, on s'aperçoit que dans 90% des cas, nos clients sont prêts à nous recommander auprès de leurs amis et familles pour faire une opération de regroupement de crédit. Et ça, c'est un gros changement par rapport à il y a une dizaine d'années, puisque faire un regroupement de crédit, c'était assez confidentiel, un peu honteux, on n'en parlait pas autour de soi, sa famille, etc. Aujourd'hui, dans une enquête avec un échantillon représentatif,
90% sont prêts à recommander le produit regroupement de crédit à leur entourage. Et on le ressent dans les faits aussi, parce que c'est vrai que c'est un sourcing qui devient de plus en plus important, le fait que nos clients nous recommandent autour d'eux. Alors, je vais même plus loin, parce que j'en avais été très étonné. Moi, je viens du monde bancaire traditionnel, à l'origine, avant d'avoir basculé dans le monde de l'intermédiation. Mais j'étais très étonné que, finalement, on ait même des recrutements de conseillers en regroupement de crédit qui sont passés par une étape de découverte pour leur propre compte et qui, du coup, sont vraiment emballés et revendiquent cette capacité à trouver des solutions par rapport à ça. Alors, on a évoqué avec Alexandra tout à l'heure la notion des accidents de la vie, etc. Vous deux, là, dans vos clients, dans vos contacts, parce qu'on ne fait pas mouche à chaque fois, il y a des clients qu'on ne peut pas financer, il y a des clients qui sont ou qui viennent finalement juste un peu par curiosité. C'est quoi aujourd'hui la situation? Les gens viennent vers vous, pourquoi? Parce que là aussi, il y a eu des modifications de comportement. On n'est plus que dans le crédivore exagérant, etc. On a tout un tas de populations aujourd'hui qui viennent là-dessus. Alors, je dirais que on a effectivement une proportion de clients assez mixte et aussi différents en termes de segments. On a parlé tout à l'heure de accidents de la vie avec des clients qui ont un parcours. En somme, il peut y avoir des décès, des séparations, perte d'emploi. Baisse de revenus aussi, hein, donc de plus en plus d'entreprises ont recours aussi à des stratégies de revoir des grilles de rémunération. Donc, mais on a aussi constaté que du client locataire au client propriétaire, du financement avec garantie au financement sans garantie, en passant par les crédits du regroupement de crédit avec garantie LS1 et LS2, quel que soit le profil de client, âgé, jeune, ont un tiers de nos dossiers, et je pense que c'est des choses qu'on peut peut-être vérifier aussi chez nos confrères et chez nos prêteurs. Dans un tiers des dossiers, il y a du projet à financer. Donc c'est une clientèle à projet qu'on finance de plus en plus. Alors il y a aussi une part de clientèle qui arrive aujourd'hui avec des besoins qui vont être dans l'anticipation. Je vais évoquer rapidement, sans doute qu'on aura l'occasion d'y arriver un peu plus tard, un peu plus en détail, mais une clientèle de pré-retraités avec une baisse de revenus à anticiper, à gérer. Donc, on fait appel au regroupement de crédit en amont parce qu'on est bon gestionnaire et on fait cette opération finalement en ingénierie financière. Sans compter que les clientèles à projet, il y a deux typologies, hein, les investisseurs, et puis après aussi, on est dans le besoin d'équipement. Donc voilà, donc ça aussi, ça a radicalement changé. Je dirais qu'on est passé quand moi j'ai démarré il y a bientôt 20 ans, on était dans une notion de curative en termes de solutions, et là on est plutôt dans le préventif. C'est ce que je constate. Dans nos chiffres internes, en tout cas nous, pour notre production, on est à 17% d'accidentés de la vie, une clientèle accidentée de la vie, et à 30%, donc un tiers de notre production, où on a du projet à financer. On est systématiquement dans une notion d'enveloppe de trésorerie complémentaire. Anthony, tu as ça aussi ? Oui, les ordres de grandeur sont équivalents. Alors, on travaille avec l'Université de sociologie de Bourgogne. On va au domicile des clients pour comprendre. Il y a deux types de clients qui ont des projets. Il y a des clients qui ont réellement des projets parce qu'ils se projettent dans l'avenir, dans la réalisation de travaux, d'amélioration. Ils anticipent Ils anticipent. Il y a ce type de profil qui est vraiment en gestion bon père de famille, en anticipation avec une éducation financière relativement bonne et qui voit le regroupement de crédit comme un moyen d'anticiper ses projets, ses évolutions, ses pertes de revenus liées au départ à la retraite, aux études des enfants. Donc c'est vrai qu'on le constate de plus en plus. Et puis aussi, malheureusement, on parle d'éducation financière, ceux qui s'embarquent dans des travaux. Donc en fait, on parle de projets, mais en fait, ils s'embarquent dans des travaux sans avoir conscience qu'il y a plusieurs étapes dans des travaux et qui ont justement cette difficulté à se projeter dans l'avenir et qui vont acheter une maison, se mettre au taquet de leur endettement pour acheter une maison, dire bon, les travaux on verra plus tard, et puis en fait il y a des travaux à faire, une première étape de travaux qui passe avec un crédit conso, et puis en fait on se rend compte que pour la suite des travaux ça va être compliqué de continuer à faire avec du crédit conso, et en fait voilà, c'est un client projet,
mais où il y a quand même un sujet d'éducation financière, qui est un sujet global autour des clients. Du crédit en général et des clients. Crédit en général, puisque les clients regroupements de crédit ont d'abord fait des crédits. Donc, et c'est vrai que cette évolution vers le projet, je le distingue encore en deux parties, le projet maîtrisé et le projet un peu en dérapage, quoi. Oui, ou compulsif. Alors ça, c'est encore une troisième typologie. Il y a aussi une typologie de client qui a du mal à se dire non. Alors, je reviens vers les financeurs parce que, en fonction de vos marchés, vous avez une vue qui est plutôt, non pas réduite, mais plutôt très spécialisée. Je me souviens, et c'est les cheveux blancs qui parlent, de périodes où il y avait vraiment une notion d'analyse du risque qui faisait qu'on ne voyait pas bien d'un bon œil, par exemple, des gens qui vivaient des besoins de regroupement consécutifs. On appelait ça du rack de rack. Hein. Il y a des fois, on est même sur du rack de rack de rack. En l'occurrence, ces situations-là, est-ce qu'elles ont aussi évolué? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est des situations de comportement sociologique? On divorce, on se sépare plus vite, plus souvent. On a des changements de rythme de vie ou de projets de vie professionnels qui sont aussi beaucoup plus erratiques que l'on avait avant. Vous le constatez aussi tous les deux, Caroline? Alors oui, effectivement, les racks de rack, chez nous, ça représente à peu près 40%. Donc c'est énorme. On a vu ça d'année en année évoluer. Mais il y a deux types de racks de rack. Un peu comme Anthony disait, il y a plusieurs types de clients à projet. Il y a le rack de rack qui va arriver tous les 18 mois. Et là, c'est plutôt le client contraint qui ne sait pas s'arrêter de consommer ou qui a mal évalué, je dirais, ses besoins et qui revient comme ça tout le temps pour essayer de refaire un rack. Donc ça peut être intéressant. Alors ça lui coûte très cher. Ça, c'est sûr, parce qu'à chaque fois, il repaie les frais de dossier, vos frais à vous, etc. Et puis, il y a un moment, il y a le rack de trop. Et là, effectivement, en général, après, ça bascule vers le surendettement. Et après, nous, on a vu arriver, il y a quelques années de ça, le rack de rack, en fait, l'utilisation du rack comme un outil de gestion budgétaire, donc par des gens à projet, qui font un rack tous les 4-5 ans, qui entre-temps reconsomment et puis qui se disent tous les 4-5 ans, je sais que j'ai cette option-là pour me remettre à flot. Mais c'est pas des clients qui sont fortement endettés, c'est des clients qui en général ont des bons revenus et tous les 5 ans, ils ont un projet qui finance comme ça. Donc on a vraiment ces deux typologies. Oui, l'augmentation des racks de rack, je pense, comme tu dis, qu'elle est aussi liée à l'économie, à l'inflation, à tout ce qu'on peut connaître, etc. Mais on arrive vraiment à distinguer les bons profils. D'ailleurs, de toute façon, on a des très bons revenus dans nos clients maintenant. Et les clients plus contraints qui vont faire ça pour garder la tête hors de l'eau tous les ans ou tous les 18 mois. Alex, cette éducation financière un petit peu insuffisante sur laquelle je me bats depuis 20 ans et sur laquelle on se bat, je pense tous aussi depuis un certain nombre d'années, tu le retrouves là-dessus. Moi, sur le Rakipo, qui est quand même ton cœur de métier, moi j'ai toujours en tête cet exemple, mais qui est presque, on va dire, caricatural. C'est de la profession libérale qui n'a pas le temps, qui s'endette parce qu'il a acheté un crédit immobilier sur un immeuble de rendement, et puis qui fait des travaux, qui se retrouve appelé pour un ravalement ou des ascenseurs, qui au fur et à mesure n'a pas envie de s'embêter, qui rachète des crédits conso. Et puis il y a un moment où au final l'opération est viable et rentable, mais d'un point de vue de trésorerie, ça coince, etc. C'est quelque chose qui est toujours présent, et dans les autres, on a aussi la dimension patrimoniale peut-être qui intervient. En fait, on retrouve ce que disaient Léo et Anthony sur les racks hypothécaires. On a ceux qui anticipent et ceux qui sont en effet contraints et qui accumulent les crédits et qui en fait n'ont plus suffisamment après et qui viennent nous voir. Mais en fait, il y a deux choses. Quand on est sur un client contraint qui vient d'abord alléger ses mensualités pour essayer de sortir la tête de l'eau et essayer d'avoir de la trésorerie, là c'est plus compliqué. Parce que en tant que banque, on est d'abord là pour désendetter les clients et non pas pour les endetter. Donc ce qui veut dire que quand on est sur des clients qui ont été trop loin, on essaiera d'abord de trouver une solution pour les désendetter. Les deuxièmes clients, ce sont plutôt les clients qui viennent nous voir par anticipation. Et ceux-là, ils ont un crédit, 2 crédits, 3 crédits au maximum et ils veulent de la trésorerie. Donc là, ceux-là, on les fait assez simplement, en fait, puisque ce ne sont pas des clients endettés. Donc on va utiliser cette trésorerie soit pour faire des travaux,
Donc des travaux qui vont être soit de l'aménagement de combles, soit de l'extension, soit des travaux dans la résidence principale, secondaire et locative, parce qu'il y a un vrai marché pour rénover le parc locatif, pour ensuite leur permettre de continuer à le louer. Donc on a aussi beaucoup de rentiers et d'investisseurs qui viennent nous voir pour faire des travaux dans leur locatif. On a aussi de la trésorerie pour tout ce qui est bien matériel, on va dire les voitures, les camping-cars, les motos, les bateaux, etc. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui est trésorerie pour les enfants. Les études supérieures coûtent de plus en plus cher, les études à l'étranger coûtent de plus en plus cher. Tout ce qui est, c'est facilement des budgets de 10 000 euros par an, voire 15 000 euros par an. Et on a beaucoup de parents qui viennent anticiper, on va dire, la trésorerie pour les 4 ou 5 années à venir. Et aussi certains qui travaillent dans le cadre de donations pour essayer d'aider leurs enfants à acheter. Les primo-accédants, que ce soit sur la région parisienne ou ailleurs, ont de plus en plus de mal à acheter sans apport et sans même avoir de l'apport sur leur compte. Et les parents sont là pour les aider par l'intermédiaire de donations quand ils n'ont pas la liquidité, pour rendre vraiment leur patrimoine liquide et aider leurs enfants à accéder à la propriété. Tu évoquais l'investissement locatif. Moi, typiquement, lorsque j'étais encore en activité, je ne veux pas faire de passéisme, mais on a effectivement vécu ce coup d'arrêt qui a été donné par la circulaire du HCSF, notamment. Et là, on se retrouve avec des gens dont la situation financière n'était pas forcément en péril, mais qui, du coup, ne pouvaient pas réinvestir sur des projets locatifs défiscalisés et du coup pouvaient effectivement trouver une solution dans le regroupement de crédit IPO par rapport à ça. C'est encore le cas où on a un peu consommé les gens qui étaient vraiment concernés Non, on a la possibilité aujourd'hui de travailler en rachat de crédit et c'est la seule situation, sur laquelle on peut encore travailler en différentiel, puisqu'en immobilier on ne peut plus le faire. Et que le HCSF, justement, ne concerne pas le regroupement de crédit. Donc, on peut encore travailler en différentiel. Et donc, on peut encore aider les rentiers, les investisseurs, donc à essayer de trouver des solutions pour entretenir leur patrimoine. Et du coup, alors, vos canaux d'acquisition, là-dessus, sans trahir les secrets de cuisine de chacun, mais les canaux d'acquisition, c'est quoi ? C'est, vous l'avez dit, parfois des banquiers qui, alors, quand j'entends banquiers de réseau, hein, qui comprennent pas. Alors, ça fait parfois grincer des dents aussi dans les directions générales de groupes bancaires parce que on dit c'est bizarre que vous soyez obligé d'amener à un partenaire courtier alors que vous avez des solutions en interne. Mais on ferme cette parenthèse, un petit peu clin d'œil et cynique de ma part. Mais là-dessus, c'est quoi ? C'est des gestionnaires de patrimoine qui vous envoient aussi ? C'est, je sais pas, des experts comptables potentiellement ? C'est des... Alors j'ai dit que les assistantes sociales n'étaient pas forcément les meilleures prescriptrices, mais voilà. C'est quoi ? Vous avez un peu de tout ? Alors, voilà, je pense que le groupe Prémista est assez représentatif des différents sourcings qui peuvent exister sur le marché. Alors, il y a les leads Internet, les gens qui font des demandes sur Internet, qui remplissent des formulaires de différents horizons dans le but de trouver une solution. Lead Internet directement sur les sites des structures ou par le biais de partenaires qui vous fournissent des leads propres, sur des sites de comparateurs, par le biais de fournisseurs tiers qui peuvent générer des leads Internet qui envoient des personnes qui ont sollicité une demande en rachat de crédit. C'est vraiment des gens qui cherchent une solution et donc on va les recontacter. Donc ça, c'est un des sourcings. Il y a la prescription bancaire, donc effectivement les conseillers bancaires particuliers de réseau qui vont être en face de leurs clients et vont se trouver dans la situation où ils n'ont pas de solution à apporter. Bien souvent, ils vont essayer avec leurs produits en interne, si leur banque a un produit en interne. Mais l'intérêt aussi de notre métier, c'est que on le voit avec Caroline et Alexandra qui sont là aujourd'hui. Chaque banquier a ses profils de clients, a ses typologies de solutions. Et un banquier traditionnel ne va pas avoir l'ensemble de l'offre en face de lui. Il va pas être en mesure d'être expert sur ce métier de regroupement de crédit parce qu'il va faire un dossier 3 fois par an, alors que c'est un métier qui est extrêmement technique, qui nécessite un vrai savoir-faire sur le montage du dossier, la compréhension des normes des financeurs, faire matcher le client avec le financeur. Et donc,
là, c'est pas possible pour un banquier traditionnel d'avoir l'ensemble de l'offre de la place, et c'est le rôle qu'on joue aussi à ce niveau-là. Il y a une offre qui s'est développée assez fortement, c'est la partie rénovation de l'habitat. On en parlait, des personnes des professionnels de la rénovation de l'habitat qui peuvent se retrouver bloqués pour une raison ou pour une autre dans le développement de leur activité parce que leurs clients sont contraints par le HCSF pour différentes raisons. Et donc, le regroupement de crédit apparaît de plus en plus comme une solution et c'est un canal de distribution qui se développe. Et effectivement, assez récemment, et notamment avec la crise qu'on vient de traverser, la crise des taux qu'on vient de traverser, il y a de nouveaux produits qui se sont développés, des produits plus patrimoniaux, qui ouvrent de nouvelles perspectives sur des... alors certains acteurs sont plus présents que nous avec les CGP, mais c'est vrai que les conseillers en gestion de patrimoine deviennent des interlocuteurs privilégiés pour la distribution de certains produits par rapport à certains clients patrimoniaux à qui il y a une forme d'éducation à faire, tout comme on éduque nos partenaires bancaires à comprendre le produit RAC en disant bon bah ce client-là, oui, il est éligible au RAC, celui-là, non, c'est trop tard. Il faut aussi le faire avec nos CGP et leur montrer l'intérêt pour leurs clients de la solution regroupement de crédit. Léo, pareil. Et il y a des courtiers qui se spécialisent en regroupement de crédit, enfin en RAC, sur de la clientèle patrimoniale ou des choses comme ça. Il y en a certains, c'est vraiment leur cam, comme on dit. C'est-à-dire que c'est leur job. Effectivement, on est, Anthony l'a évoqué, en termes de cible, il a balayé très largement tous les acteurs, tout l'écosystème du client aujourd'hui qui est en même de nous solliciter. Donc, il y a naturellement le banquier, l'équipementier au sens large, je dirais. Donc, ça peut être effectivement l'équipement loisir, hein, donc la rénovation, cuisine, salle de bain, tous ces sujets-là, mais aussi les spécialistes en travaux énergétiques. On est un peu moins présent sur ce sujet-là de manière générale en termes d'offres, mais néanmoins, il y a quand même des belles offres qui existent avec nos partenaires bancaires, et aussi des travaux d'agrandissement, de réaménagement, de réaffectation de son logement, notamment avec l'histoire de la dépendance que les clients sont soucieux de gérer. Après, en fonction de la nature des produits, disons du prescripteur, on a aussi des motivations et donc le segment qui varie. On a par exemple une clientèle soucieuse d'avoir une liquidité pour le patrimoine. Donc on a évoqué tout à l'heure donc l'investissement locatif. Effectivement, avec tu l'as dit tout à l'heure, avec le taux d'endettement théorique à 35%, parfois c'est ubuesque, mais on a du mal à accompagner des clients qui font partie des CSP+, et pour lesquels les banques de dépôt sont en fait en cours de solution. Panne, et on a effectivement là on gère la dette, donc on intervient sur le passif, on mécaniquement on fait un lifting et puis on leur laisse la place. Soit on fait concomitamment l'opération d'investissement, donc auquel cas on agit sur l'actif, ou alors on laisse la place pour que dans le schéma bancaire traditionnel, ils puissent trouver une solution. Donc finalement, cette histoire de regroupement de crédit devient un vrai levier pour ces acteurs-là. Et puis, on a aussi un autre souci de patrimoine. On est en France un des pays les plus où on a le taux de propriétaire le plus élevé. Je crois qu'on s'approche des 60%, si je me trompe pas, 56 et quelques. Oui, on a un peu baissé, mais bon, on est à 53, 54. Avec quelque chose qui coïncide aussi, où on a le croisement des taux de propriétaires les plus âgés, avec un vieillissement de la population. Et donc, vient tout de suite les problématiques de succession, de transmission, et donc de fiscalité, en fait, qui impactent nos clients. Donc là, on trouve... on va sur le marché avec des clients qui se trouvent en face avec un héritage où il faut organiser en fait finalement le financement de cette transmission-là. Donc voilà, le patrimoine en fait il y a deux niveaux. Je dirais qu'il y a l'investisseur, il y a aussi ceux qui vont avoir à gérer la fiscalité liée à la patrimoine. Après effectivement, en termes de sourcing, on est plutôt, nous, en sourcing B2B. On est un acteur reconnu sur le marché pour gérer. Alors, on a à peu près un peu plus de 1200 clients qui sont des courtiers pour la plupart. On a aussi des acteurs, donc des courtiers généralistes, donc spécialistes en prêt immobilier. Et puis, nous avons une petite poignée de spécialistes, des rackers, donc qui ont travaillé dans des grands groupes, ou qui se sont mis à leur compte, donc avec un savoir-faire extrêmement bien éprouvé. Et puis un tiers de nos apporteurs d'affaires, ce sont des
des spécialistes du conseil. On va trouver donc des conseillers en investissement financier, des CIF, des conseillers en gestion de patrimoine, des CGP, voire même l'agent général ou l'assureur, avec à chaque fois des problématiques d'entrée qui va être différentes. D'un côté, ça va être du cash, de l'autre côté, ça va être la transmission, ou de l'autre côté, ça va être l'investissement. Donc, en fait, finalement, le regroupement de crédit, c'est un métier qui est formidable parce qu'on parle de solutions. Et donc, pour chaque acteur qui finalement gravite autour de l'écosystème de l'emprunteur, du souscripteur, on arrive, avec ces différents mécanismes, à trouver des solutions. Alexandra, est-ce que dans ce qui est dit là, est-ce qu'on n'est pas aussi dans le sujet d'une banque, des banques de réseau qui sont un peu perdues parce que effectivement c'est une particularité. Deuxièmement, il y a la notion de contrôle interne qui fait que quand j'ai un client, etc., que je l'ai équipé, je sais plus trop quoi en faire. Faut pas oublier que la plupart des conseillers bancaires maintenant qui ont des portefeuilles sont jugés aussi sur la qualité de leur portefeuille. Donc le fait de ça, et puis l'arme fatale que les financeurs en regroupement de crédit que vous êtes ont, c'est qu'il n'y a pas de changement de domiciliation. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas de dépôt, vous ne vampirisez pas la relation clientèle là-dessus. Donc, c'est des éléments qui jouent par rapport au choix que peuvent faire éventuellement des conseillers bancaires ou des clients. Aujourd'hui, on est des banques spécialisées. Donc, comme tu le disais, on n'est pas obligé de domicilier les salaires chez nous. Donc, c'est ce qui fait en fait ce qui fait la vraie différence en rachat de crédit entre une banque de réseau et une banque spécialisée, c'est que la banque de réseau, déjà, quand elle doit faire un regroupement de crédit, le client qu'elle a en face d'elle, pour elle, il est en difficulté. Pour elle, il montre une position de faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas un client qu'elle a l'habitude de traiter comme elle traiterait un prêt immobilier. Voire quelqu'un qu'elle peut éventuellement envisager de rompre la relation. Quoi. Voilà, parce que pour elle, une banque de réseau, elle ne cherche pas à faire que le crédit immobilier. Elle cherche aussi à faire des placements, elle cherche aussi à faire de l'assurance et autres. Et quand elle a un dossier de rachat de crédit, elle ne peut faire que le dossier de rachat de crédit. Donc souvent, c'est des dossiers qu'elle juge plus risqués. Donc elle va avoir tendance à provisionner, elle va avoir tendance à mettre un peu plus d'argent de côté pour couvrir le risque. Et ça peut avoir aussi un impact sur la décision finale. Ça peut avoir un impact sur l'acceptation, ça peut aussi avoir un impact sur le fait que ça va être un peu plus long à avoir une décision. Les banques spécialisées, et en fait, on a des analystes qui sont totalement formés pour étudier des dossiers de restructuration. Ils ne font que ça. Ils ont des outils, ils ont des process qui leur permettent de trouver normalement des solutions, qui leur permettent de s'adapter. Donc, ils sont plus à l'aise qu'une banque de réseau pour pouvoir accompagner le client et le sortir de la situation dans laquelle il est. Donc, en fait, ce qui fait vraiment la différence entre la banque de réseau et la banque spécialisée, c'est sa manière d'appréhender le client et d'appréhender le dossier. Oui, et puis pas d'a priori, etc. Alors, sur ce sujet-là, je complète ma question par une autre question. Est-ce que c'est pas aussi le fait que les banques ne se soient pas emparées de certaines solutions qui vous renvoient vers vous des autres dossiers? Je pense, par exemple, vous évoquez un peu tous le sujet de la rénovation énergétique, etc. Mais aujourd'hui, on pourrait très bien avoir sur des personnes âgées le prêt avenir rénovation qui existe juridiquement, qui n'est aujourd'hui reconnu et distribué que par 2 établissements bancaires et qui derrière même n'est pas du tout reconnu et mis en place. Et ces gens-là n'ont que finalement la solution que les IOB spécialisés ont et vous-même au niveau de la mise en place. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant là-dessus. Oui, mais le conseiller bancaire en banque de réseau, il va avoir peut-être 17 cordes à son arc. Il va pas forcément connaître... Vous avez fait le calcul, hein, c'était entre 500 et 550 produits pour une banque de réseau. Donc il ne va pas forcément connaître tous les produits comme une banque spécialisée, donc il ne va vendre que ce produit-là. Donc il va être plus à même de lui proposer. Donc il a peut-être le produit en base, mais il ne va pas s'en servir, en fait. Chez Creatis, on a dit que c'était du RAC conso, c'est-à-dire plutôt du regroupement de dettes et de crédits court terme. On voit bien qu'il y a une grosse poussée sur la réglementation, justement parce qu'on s'aperçoit que c'est plutôt des crédits conso ou des dettes qui sont à la cause des commissions de surendettement. Est-ce que cette évolution-là, elle est en train de tarir un petit peu
le marché du RAC conso, ou au contraire, elle ouvre la perspective à d'autres personnes qui viennent. Ça vous oblige aussi à être en permanence en invention et en création de nouveaux produits qui accompagnent nos clients. Alors effectivement, on va se tourner aussi vers des produits avec une garantie hypothécaire, on va se tourner aussi vers des produits patrimoniaux, mais le produit du RAC classique conso tel qu'on le connaît, il a toujours pour nous, en tout cas chez nous, de beaux mois devant lui, si ce n'est de belles années. Je n'irai pas jusque-là. Mais Chez ma bosse, c'est du bois. Le client consomme, de toute façon, le Français consomme. Alors après, on essaie, nous, par nos normes de risque, par notre score, etc., d'aller chercher plutôt le haut du panier. Mais pour moi, c'est plutôt, comment dirais-je, une sélection différente des clients qu'un tarissement du produit. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a une frange de clients qui n'a plus accès au crédit ou au RAC en général. D'accord. C'est une chose intéressante par rapport à ce qu'on disait sur la Banque de France. C'est-à-dire que tu dis qu'il y a beaucoup de crédits conso en Banque de France, dans les dossiers de surendettement. On s'en rend compte, notamment avec la crise qu'on a traversée, que c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est parce que un RAC hypothécaire, nous on fait un métier de refus, les courtiers ont fait un métier de refus, les banquiers font un métier de risque, pour faire simple, pour synthétiser notre marché en 2 mots. Un dossier hypothécaire, il y a une garantie derrière qui permet de réduire, d'atténuer le risque. Donc je dirais que des clients propriétaires qui ont des difficultés trouveront dans une majorité de cas, une solution en regroupement de crédit. Et donc, mathématiquement, il reste beaucoup plus de clients qui ont des crédits conso, et seulement des crédits conso, dans les dossiers de surendettement Banque de France. Et aussi des typologies, des profils de clients, qu'il n'est pas inintéressant de regarder statistiquement, qui sont exclus en fait, du regroupement de crédit pour des problèmes de risque. C'est pas qu'ils sont en Banque de France parce qu'ils n'ont pas connu le regroupement de crédit, c'est que malheureusement, on n'est pas en mesure, on n'a pas pu sortir par rapport à un profil de risque, dans la majorité des cas, de leur apporter une solution. Alors, on ne va pas faire de miracle. Il y a forcément des profils où on ne peut rien faire pour eux. Certaines situations qui sont quasi désespérées. Voilà, c'est pas de faire du misérabilisme que de dire ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des comportements sur lesquels vous êtes, vous, les financeurs, très sensibles. Je pense à des sujets comme des gens qui sont addicts à des jeux ou addicts à d'autres formes là-dessus. C'est quoi un bon profil et c'est quoi un profil ONI dans le monde du financement du RAC aujourd'hui ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément de bon profil ou de profil qu'on va éjecter du monde du RAC. On est très... C'est très... en fait, c'est du très cas normé. par cas, quoi. Puis c'est très normé, en fait. Enfin, en tout cas, chez MyMoney, on est très normé. En gros, on a des endettements avant respectés, on a des endettements après, mais on va très loin dans les profils. Donc après, il y a plutôt des choses qui nous contraignent. Par exemple, on a la loi sur la vulnérabilité qui nous a contraints. Ça veut dire que tous les clients qui avaient plus pour nous de 75 ans, on les alerte, on les prévient. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis, mais ça veut dire qu'on les regarde avec un peu plus d'attention. Il y a, comme parlait Caroline, ce que j'appelle moi les multirécidivistes. Moi, je ne vais pas chez MyMoney jusqu'à 40% de ma production en RAC de RAC. Nous, c'est des dossiers qu'on appréhende un petit peu différemment. C'est-à-dire que pour nous, c'est un client qui se réendette, et après, on se dit qu'à un moment, il faut quand même qu'il explique son endettement. Parce que sinon, c'est ce que j'appelle des compulsifs, et en final, on ne sait pas où il va s'arrêter. Et puis après, nous, on est, comme je vous le disais, surtout des banques hypothécaires. Donc la limite, après, c'est la valorisation du bien. Si la somme des crédits dépasse la valeur du bien, là, en effet, il sera exclu de notre refinancement possible, entre guillemets. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun métier qui sont exclus de notre scope. Alors, je rebondis parce que je comprends la notion de sécurisation ou de risque relatif avec la garantie. On sait que le Français, en général, est très attentif à ce qu'il ne se fasse pas saisir son bien immobilier. On a quand même le taux de risque le plus faible d'Europe en termes de risque bancaire là-dessus.
toutes catégories confondues. Mais j'entends aussi la notion de quasiment de sur-mesure d'analyse. On a besoin de comprendre la raison et les motifs qui font que le client vient vous voir, alors intermédiaire, etc., ou direct, mais vient vous voir par rapport à ça. Et notamment, Alexandra venait de le dire avec la notion d'endettement avant et d'endettement après. Moi, j'ai toujours été très provocateur. J'ai toujours dit que si jamais on avait fait le travail d'analyse et d'étude que les financeurs de regroupement faisaient pour l'acquisition immobilière, je pense qu'on aurait moins de production, mais on aurait aussi moins de contentieux. C'est quoi tous ces outils-là ? C'est des outils qui se sont construits avec l'analyse du risque, l'étude des risques que vous avez. Et est-ce que vous voyez des grosses évolutions de ce côté-là ? Alors, effectivement, nous, chez Creatis, on a un score qui existe pas tout à fait depuis l'origine, mais pas loin. Un score qui est revu tous les 4 à 5 ans. Qui est backtesté en permanence, etc. Et oui, bien sûr que on voit des évolutions. On a vu énormément d'évolutions, notamment avec le Covid et les habitudes de consommation des Français après cette période-là. Par exemple, avec l'inflation également, on a revu le montant du reste à vivre. On a revu le montant du loyer fictif qu'on doit mettre. Parce que si on mettait 300 € il y a encore quelques années, aujourd'hui, c'est plus possible de se loger avec 300 €. Donc, on suit les tendances de la société, ça c'est sûr, on regarde tout ça. Après, je dirais que les familles monoparentales sont plus fragilisées qu'avant. Constat également fait en commission de surendettement. Voilà. Bon, Notamment les femmes, oui. Les petits revenus... Oui, bah bien sûr, mais ça c'est normal. Je veux dire, le budget des Français se tend, donc forcément, tous ceux qui sont en dessous d'un certain niveau de vie, on le voit bien, c'est plus compliqué. Et malheureusement, on va pas forcément les prendre et leur trouver cette solution. Ce que disait Anthony, on n'a pas forcément la solution pour ces gens-là. Et chez nous, tout est géré par le score, donc un score c'est une boîte noire dont on connaît pas forcément. Enfin, c'est une aide à la décision, c'est pas une décision complète, mais en tout cas, c'est une boîte noire qui croise des dizaines de données différentes. Donc voilà, on exclut, quelque part, ça exclut une certaine frange de la population. Alors, on a parlé, il n'y a pas d'exclusion, me dit Alex là-dessus. Il y a quand même des populations, c'est plus compliqué d'appréhender le risque, et notamment le risque futur. Je pense à des indépendants, à des chefs d'entreprise, etc. Parce que la nature de leurs revenus va dépendre aussi de leur activité professionnelle, mais qui génèrent eux-mêmes ou sur lequel ils ont un poids. C'est plus compliqué pour un intermédiaire bancaire d'aller trouver des solutions pour ces typologies de clientèle. Il y a des clients qui sont où on est obligé de les coacher vraiment avant de pouvoir les présenter aux banquiers ? Alors, je dirais que en termes de catégorie de CSP pour les chefs d'entreprise, c'est vrai qu'on est à moins de 5% aujourd'hui en termes de solutions, en tout cas dans nos bases de clients. Et donc parce que effectivement, il y a une question d'appréhension des revenus, l'instabilité, les différentes crises successives qu'on a connues fait qu'il y a une variation, et puis on peut avoir un taux de refus plus élevé, en tout cas sur cette proportion de clients. Après, au niveau des clients de manière générale, effectivement, l'exclusion, Anthony l'a dit tout à l'heure, ça résume bien ce que nous faisons au quotidien. On est un des spécialistes du refus, c'est-à-dire qu'on est là pour scorer et en amont pour dire que le client il va être exclu ou non. On a reçu, nous, je crois, un peu plus de 5000 dossiers l'année dernière, on transforme 30%. Et bien évidemment, tous ces clients qu'on a, ces prospects qu'on n'a pas transformés, ce sont des clients qui sont exclus, ou alors il y a une... Je rassure tes financeurs, tu parles à ton niveau. Bien évidemment, à notre niveau. C'est pas ce que tu as fait avec eux. Alors, entre ce qu'on envoie et nous ce que nous transformons, on est plutôt assez satisfait. En tout cas, de ce que nous avons comme retour, on est plutôt autour des 60-70%. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a une certaine forme de clientèle qui sont exclus. Anthony parlait tout à l'heure donc d'une clientèle monoparentale, donc mono-revenu, ça fragilise la situation de manière pérenne.
Donc, en fait, ce qui est plus compliqué, c'est que on a en face nos partenaires bancaires qui vont mesurer le risque sur une projection sur du long terme. Nous, on a la situation du client au moment où on analyse les relevés de compte, donc sur 3 mois passés. Et ce qui est compliqué, c'est de retraduire tout ça d'une manière peu subjective, en fait, sur le comportement, la responsabilité du client. Et donc, notre job, c'est un métier où il faut être réactif. Il faut être extrêmement, souple et aussi avoir cette capacité d'interagir avec le client de manière globale. Donc avoir cette vision où on se déplace chez eux, on essaie d'avoir des infos. C'est ça aussi qui fait la différence. Moi, je ne veux pas opposer la banque de dépôt, la banque généraliste avec les acteurs que nous sommes, nous, autour de la table ici spécialisés. Non. Mais on est complémentaires. Et ça reste un métier de spécialiste. Donc, notre rôle à nous, c'est d'aller très vite, être en capacité de dire oui ou non si on prend le dossier ou pas. Et c'est malheureusement, c'est ce qui fait, et heureusement, c'est ce qui fait la différence. Et donc, effectivement, une certaine forme de clientèle pour lesquelles on n'aura pas de solution. Et notamment, on parlait de propriétaires, mais donc ça concerne essentiellement les locataires. Oui. Alors, tu l'évoquais, vous, je peux presque me dire nous, on a des situations à l'instant T qui sont parfois même des drames presque sociaux ou humains. Derrière, c'est du vrai coaching. Moi, j'ai des exemples en tête qui me viennent où on a des conseillers IOB qui ont des clients, ils leur disent non, c'est pas comme ça, mais par contre, ils vont vraiment les prendre par la main. Je vais peut-être faire dresser les poils sur les bras de syndicats ou de choses comme ça, mais presque à prendre la carte bancaire, à lui donner un coup de ciseau dedans et à lui dire voilà comment il faut que tu fasses, machin, parce que ces personnes-là sont souvent aussi perdues par rapport à la situation qu'ils confrontent. C'est toujours le cas. Vous voyez ce genre de situation où vous devez, alors je suis peut-être pas dans l'extrême que j'ai évoqué, mais cette notion de confiance, d'accompagnement et de presque d'épaule, de soutien. Alors, historiquement, au sein de la division salariée du groupe Remista, il y a ce qu'on appelle vulgairement le frigo. C'est un client qu'on garde au frais parce que pour l'instant, nos partenaires bancaires ne veulent pas le voir dans cet état-là. T'es au frigo, mais c'est chaud pour eux. C'est un peu chaud pour eux, donc on les met au frigo. Et en fait, les meilleurs de nos commerciaux ont ce vrai savoir-faire d'accompagner, de rappeler le client tous les mois. S'il y a des clients qui sont consommateurs ou qui peuvent avoir une tendance à jouer, de leur dire maintenant, mais si vous voulez être présentable, il faut que vous arrêtiez de jouer. Donc là, c'est un coaching sur plusieurs mois, sur des comportements de consommation. Alors de toute façon, les joueurs, quand ils jouent, ils n'arrivent pas à s'en empêcher. Donc c'est un mauvais exemple, on n'y arrivera pas. Mais des gens qui ont on fait souvent une balance bancaire quand on regarde revenus, une compulsivité dans leur consommation. On a un accompagnement. Donc historiquement, nos meilleurs commerciaux savaient faire ça. Ce qui nous a conduit à avoir cette approche, en plus exactement le mot que tu emploies, de coach budgétaire, et de se dire, en fait, si on arrive à apporter dans un premier temps une solution sur de l'assurance, sur de la mutuelle santé, on va déjà pouvoir un peu travailler sur la situation financière du client, en plus l'accompagner pendant plusieurs mois, et après avoir un dossier qui est présentable à nos partenaires bancaires dans de bonnes conditions. Donc cet accompagnement, c'est devenu aussi un leitmotiv chez nous, de dire, alors que le RAC était historiquement un peu un métier one-shot, notre vision, c'est de se dire que notre client, une fois qu'il est avec nous, on l'accompagne tout au long de sa vie, parce que il va financer les études de ses enfants dans quelques années, parce qu'il va devoir préparer son départ en retraite. Quand il est locataire, il va peut-être arriver à la propriété, donc c'est aussi pour ça qu'on est courtier en immobilier. Et donc cet accompagnement, c'est un vrai savoir-faire qu'on cultive, et qui est effectivement partie de ce dont tu parlais, de dire il faut aussi l'accompagner, le client, et un peu le prendre par la main pour lui dire si vous continuez avec cette pratique de consommation, il n'y aura pas de solution. Et là, on voit vraiment... Excuse-moi, vas-y. Alors, effectivement, je voudrais rajouter quelque chose parce qu'on parle de nursing. Chez nous, chacun nos terminologies. C'est plus joli d'ailleurs. Et donc, on fait du nursing, c'est-à-dire que véritablement, on les accompagne dans une forme d'éducation financière. On sait qu'en France, on est une vraie lacune en termes d'éducation financière. On est dans un pays, je parle sous couvert d'un expert en histoire, mais le pays catholique, et donc forcément, l'argent est tabou. Donc on ne parle pas d'argent dans les familles. On a des clients, nous, générationnellement, on n'aborde pas cette notion d'endettement, de dette, de la gestion de la dette et de l'épargne, bien évidemment. Et donc c'est aussi lié à ça. Donc aujourd'hui, notre rôle,
c'est aussi de les embarquer dans quelque chose de responsable en faisant cette éducation, cette prévention budgétaire pour pouvoir après ramener aussi une source de revenus, de profil solvable pour nos partenaires bancaires. Donc nous, on a mis en place, on s'est engagé sur une notion de coaching budgétaire. Hein, donc c'est un nom qui coaching, ça fait vendeur, mais on est vraiment dans l'éducation financière de nos clients. Donc on accompagne systématiquement les clients sur 6 mois des fois, pour les ramener sur une notion de solvabilité. Donc ça passe par la mise en place de l'épargne. Et comme tu disais tout à l'heure, la carte bancaire, oui, on va jusqu'à un peu à l'ancienne. Hein, on prend l'enveloppe et on leur demande de tirer de l'argent, ils mettent de l'enveloppe et gèrent leur dépenses, niveau de dépenses financières mensuelles avec nos salariés ou du moins nos courtiers. La mise en place de ce coaching, aujourd'hui, pour nous, il y a 2 impacts. À la fois, ça crée de la valeur pour nos courtiers parce qu'on crée une forme de rémunération un actif différé. Sans doute que par la suite, nos mandataires qui pourraient peut-être valoriser aussi leur portefeuille de patientèle, parce que l'objectif, c'est aussi de devenir un broker de famille, un peu comme on a dans les pays nordiques. Et créer de la valeur autour de l'équipement du client qui parfois est suréquipé en produits bancaires notamment et très mal équipé aussi. Et donc le regroupement de crédit pour moi doit prendre un essor complémentaire face à ces refus pour ces clients, pour ces ménages qui sont exclus, en accompagnant notamment, en faisant mettre en place ce forme d'accompagnement un peu plus structurel. On voit bien, mesdames les financeuses, on voit bien l'intérêt et l'articulation qui se fait, qui n'est pas aussi ténue et aussi forte dans le milieu du crédit immobilier entre les financeurs et les intermédiaires, et qui chez vous est vraiment, il y a une complémentarité, il y a une fluidité par rapport à ça, j'imagine. C'est comme ça que vous l'analysez, et moi je vous ai toujours vu très proche des intermédiaires qui sont un petit peu votre canal de distribution, quoi. Exactement, ce sont nos commerciaux en fait sur le terrain, et chez nous, en tout cas chez Creatis, on a l'habitude de dire que c'est du partenariat. C'est pas de la relation client-fournisseur ni dans un sens ni dans l'autre. C'est vraiment de la relation partenariale, et du coup on travaille ensemble, quoi, main dans la main, et si je te donne quelque chose, qu'est-ce que j'y gagne, et si tu me donnes quelque chose, qu'est-ce que tu gagnes, etc. On est vraiment dans cet esprit-là, en tout cas chez nous. 2-3 minutes juste pour parler de la notion du taux, pour tordre le cou à ce que j'évoquais au tout début sur les vautours, sur les gens qui vivent sur la misère des autres, etc. Moi, j'ai toujours entendu, je parle toujours au passé parce que c'est mon grand âge qui fait ça, mais où on disait, oui, mais en plus, ça coûte hyper cher, machin vidéo. J'ai pas l'impression qu'on soit si décorrélé des prêts à l'acquisition ou à l'investissement à l'origine. On a un différentiel si élevé entre le financement du RAC et le financement, le primo-financement. Pour prendre un exemple actuel, aujourd'hui, sur un prêt immobilier, on va trouver des taux aux alentours de 3,15 à peu près, 3,15, 3,20. Et sur un rachat de crédit hypothécaire, on va dire, on va trouver des taux aux alentours de 4,50. Donc, on peut se dire, le différentiel est vraiment Oui, les pessimistes important. peuvent te dire, Voilà. ouais, c'est 50% de plus. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est que 4,50. C'est que 4,50, et puis ça s'explique. Ça s'explique parce que le taux immobilier, c'est un crédit traditionnel, en règle générale avec une garantie soit hypothécaire, soit une caution, et en règle générale, il n'y a pas de risque derrière. Le client, comme tu l'as dit, il paye son prêt immobilier. On va rarement jusqu'à la saisie, donc il n'y a aucun risque, c'est complètement maîtrisé. Sur le monde du rachat de crédit, quand le client il vient nous voir, on ne le connaît pas. Et nous, on restructure des dettes. On restructure un crédit, 2 crédits, 3 crédits. Il y a des crédits revolving, il y a des crédits à la conso, des crédits voiture, des crédits mots, des découvertes, des dettes fiscales. Et donc, ce client-là, quand il vient nous voir, sa situation elle est beaucoup plus complexe qu'un crédit immobilier. L'étude de ses relevés de compte, elle est déjà beaucoup plus compliquée. On va se retrouver peut-être avec du découvert, au mieux, à des commissions d'intervention, des impayés. Un crédit immobilier, ses relevés de compte sont parfaits. Sinon, elle n'aurait pas le droit à la caution. Donc, en fait, le taux et la différence de taux, c'est une manière de payer le risque.
C'est une manière de payer aussi le fait que le client, comme on ne le connaît pas, il est un peu plus risqué et donc il a un taux un peu plus élevé que s'il était sur un crédit immobilier. Oui, et puis vous ne pouvez pas, contrairement à une banque de réseau, vous ne pouvez pas vous refaire, c'est Anthony qui le disait, vous ne pouvez pas vous refaire sur des produits complémentaires qui viennent amortir légèrement la rentabilité de la relation. Vous êtes sur de l'intermédiation pure, voilà, par rapport à ça. Et une banque de dépôt, elle connaît son client. Elle a tous ses comptes. Si le crédit est refait dans la même banque. Oui, mais elle a tous ses comptes. Au pire, elle va demander la domiciliation des comptes, même si elle ne le connaissait pas. Exactement. Alors que nous, en tant que banque spécialisée, on ne vit qu'à travers le crédit qu'on va lui consentir. Et on ne connaît pas le client et on va prélever sur le compte du client. Et s'il se met en défaillance ou s'il se met en défaut, on sera les premiers à être rejetés. Alors que le crédit immobilier, il sera toujours à peu près normalement payé en premier. Donc il y a aussi cette notion de risque qui est importante dans le taux que l'on pratique. Écoutez, moi c'est toujours un bonheur de vous avoir, et puis je sais que vous êtes passionné tout autant que je l'étais et que je le reste. On arrive au terme de l'émission. J'ai pour habitude de faire un dernier petit tour de table pour vous demander un petit conseil, un petit truc ou un point sur lequel vous vouliez accentuer le propos vis-à-vis des auditeurs qui vont nous écouter ou des auditrices. Je ne sais pas, Caroline, si tu avais quelque chose à leur dire, qu'est-ce que tu leur dirais là sur un sujet comme celui-ci? On ne fait qu'effleurer, on pourrait rentrer énormément dans le détail, etc. Mais... Qu'est-ce que je leur dirais? En tout cas, de jamais oublier qu'il y a un client derrière. Donc, aussi bien de notre côté que du côté des courtiers et des IOB. Il y a un client derrière qui est, parfois en souffrance, dans une situation un peu compliquée. Là, après, je sais pas. J'espère qu'on a encore de beaux jours devant nous. Mais j'en suis sûr. Alexandra? Ce que je leur dirais, c'est que c'est un métier d'expert, en fait, et qu'une des priorités, c'est surtout de se former, et bien se former correctement à ce métier qui est important, d'être bien accompagné aussi. Et après, je rejoins Caroline de travailler en toute transparence, parce que le but, et on le répète, c'est vraiment d'aider des clients, de solutionner une problématique qu'ils ont. Et donc, pour les sortir d'une situation qui n'est pas forcément très simple. Donc si ils veulent résister, on va dire, dans ce métier, et pas travailler sur du court-termiste, c'est vrai qu'il faut être très, très professionnel dans la démarche et bien connaître l'ensemble des partenaires bancaires pour vraiment cibler celui qui est le plus en adéquation avec le profil du client et de la situation. C'est peut-être un des rares métiers, d'ailleurs, où on dit aux clients « J'espère bien ne jamais vous revoir. » Ou pas. Ou pas. Ils disent l'inverse. Léo, à tes confrères et pairs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, à part de venir te solliciter si jamais ils ne sont pas au top? Disons que... Mais Anthony dira la même chose, je te rassure. Ça a été rappelé par Caroline et Alexandra, c'est un métier de spécialiste, il y a des vrais enjeux pour les clients en face. Donc, moi, je dirais que les courtiers, ou du moins qui seraient désireux d'avoir accès à ce produit, avant d'aller solliciter des partenaires, effectivement, de solliciter, on est une dizaine de packagers en France, donc sérieux, en tout cas sur le marché. Il faut regarder l'exhaustivité des conventions bancaires d'abord du partenaire, savoir si le partenaire est en mesure d'accompagner en termes de solutions, formation, parce qu'en face, il y a des clients qui ont des vrais enjeux en termes de projets de vie. Parfois, on a des dossiers extrêmement impactants et on est pris aussi, nous, d'un point de vue émotion. On est embarqué avec les clients, donc on ne joue pas avec la vie des clients. Donc, la formation technique, je dirais, il faut vraiment accentuer là-dessus. Donc, bien choisir son partenaire, quelle que soit l'enseigne. On est tous multi-bancarisés. On a l'ensemble des offres qui existent. Après, on a des solutions, des outils, des méthodes qui sont éprouvées, qui leur permettraient de bien répondre aux besoins de leurs clients. Voilà le conseil. Après, au niveau des clients, effectivement, une fois qu'on a une bonne maîtrise, des bons outils, des bons interlocuteurs, on trouve des réponses. Moi, je dis que tu parlais tout à l'heure du taux. On est dans un métier de solution. On n'est pas en vente. C'était provocateur, tu l'as compris. Bien évidemment, je sais que tu le disais de cette manière-là, mais encore plus caractérisé parce que nous, on vend quelque chose qui est
immatériel. On n'est pas dans un accompagnement de financement adossé à de l'auto, de l'IMO. Il y a un projet de vie, on s'embarque dans les délais, parfois même juridiques. Donc, on a 45 jours, l'épée de Damoclès, et puis le client, il est hyper motivé. Nous, on vend en endettement. Ça parle presque pas à un banquier aujourd'hui, parce que c'est une notion d'endettement, encore moins un client. Donc c'est là où c'est important pour nous d'avoir des experts qui ont cette notion de peser client au sens large. Et donc voilà, moi je dirais qu'il faut faire choisir le bon partenaire. Anthony, tu auras le mot de la fin. Merci, pas facile après, après tout le monde, mais pour compléter, on a un métier de passionné. Je pense vraiment que un certain nombre de nos collaborateurs qui ne viennent pas du tout de l'activité regroupement de crédit au départ, parce qu'on les forme en interne. Je parlais de la formation, mais on a un savoir-faire commercial et technique dans la formation. Ça devient rapidement, ceux qui restent longtemps, c'est ceux qui sont passionnés par la vie des gens qu'ils rencontrent. Et voilà, on parle souvent de la difficulté d'annoncer un refus, parce qu'on sait la conséquence, mais à l'inverse, quel plaisir d'annoncer qu'on a trouvé une solution à quelqu'un. Ça crée un lien particulier avec nos clients. On parle de l'importance de savoir qu'on a un client. Quand on fait du RAC, il faut être extrêmement résilient parce que tu parlais de 30%, ça dépend du sourcing qu'on a, mais il y a beaucoup plus de fois où il faut annoncer un non que de fois où il faut annoncer un oui. Mais ces oui, ils valent... C'est un non-mais. C'est un non-mais, un non frigo. Mais un oui, c'est un changement de vie. Je parlais en introduction du changement de la situation de stress de ces ménages. Donc c'est vraiment un métier passion, de niche, et donc du coup d'expert. Parce que on cherche un peu une aiguille dans une meule de foin quand on fait du regroupement de crédit. Donc oui, je rejoins, c'est important de s'entourer d'experts. Il y a de très beaux acteurs sur le marché du regroupement de crédit, bien évidemment, donc Groupe Prélista fait partie, qui sont en mesure de vous accompagner en fonction de votre savoir-faire. On a tendance à dire, quand on s'adresse à des indépendants sur le marché, venez comme vous êtes chez Prélista, on saura vous trouver la solution adéquate en fonction de votre expertise technique, votre savoir-faire et votre envie de faire. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Eh ben alors, un Mac Crédit, s'il vous plaît. En tout cas, merci à vous toutes et tous de votre venue, de votre disponibilité et surtout du passion que vous faites transpirer dans vos propos. En ce qui me concerne, j'adore ce que vous faites. Je sais que vous le faites très bien et j'en suis très heureux pour les clients et pour mes partenaires dans tous les cas. Moi, en ce qui me concerne, je vous souhaite, chers auditeurs et chères auditrices, une très bonne soirée puisque nous, on est en soirée. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission des Fans du Crédit. Fans de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.